Bonjour à tous, c'est Jean Dindon du futur, je vous parle au moment du montage du podcast. Dans cette interview croisée, on va beaucoup parler d'un format de jeu de rôle qui s'appelle le format GNV et pendant le podcast, on prend jamais le temps d'expliquer ce qu'est un format GNV, donc je me dévoue et je vous fais ça avant que vous puissiez profiter de l'écoute. Le GNV, c'est un format de jeu de rôle qui est apparu pendant le confinement, à un moment où les GNistes, les personnes qui font du jeu de rôle grandeur nature, ne pouvaient pas organiser de GN et ne pouvaient pas s'adonner à leur passion pendant plusieurs mois du fait des confinements, des couvre-feux, du manque de visibilité sur les prochaines semaines, sur les prochains mois pour organiser ce type d'événement. Il y a plusieurs dizaines de GNistes qui se sont regroupés autour d'un format, le GNV, donc le GN virtuel. Dans le principe, c'est un jeu de rôle qui se passe intégralement sur Discord et à 95% par du RP écrit. Typiquement, on va se retrouver avec 30 joueurs qui vont discuter tous les soirs pendant 2 semaines sur un serveur Discord où ils vont interpréter leur personnage à l'aide de RP écrit. Dans les parties, notamment celles dont on va parler, dont il est question dans le podcast, on jouait à Vampire la Mascarade et puis nos personnages étaient tous des vampires qui faisaient leurs petites affaires de manipulation, de diplomatie en échangeant via un serveur qui est dans la fiction, un serveur du Darknet où les vampires sont assurés de pouvoir faire des communications sécurisées. Comme c'est un format qui a été créé par des GNistes, ils ont ramené beaucoup de leurs habitudes de jeu à l'intérieur de ce format, c'est-à-dire qu'on joue avec 10, 20, 30 personnes, donc plusieurs dizaines de personnes. On a des dossiers de personnages qui sont écrits à l'avance, comme quand on vient dans un GN. Il y a une énorme autonomie de jeu du fait qu'il n'y ait pas de maître du jeu ou d'organisateur qui soit en train de surveiller ou d'écouter chacune des discussions, donc c'est beaucoup les joueurs et les joueuses qui sont obligés de s'autonomiser. Voilà, on est tous un petit peu obligés de réfléchir à l'histoire, donc c'est des habitudes qui sont très ancrées dans le GN, et un peu moins dans le jeu de rôle traditionnel, mais qui étaient très présents et qui sont vraiment dans l'ADN du GNV et du format GNV. On peut créditer aussi pour ce format la personne qui a poussé à ce que ce format soit mis sur pied et qui en a organisé, qui a suivi les développements afin que tout le monde ait des outils pour pouvoir jouer ce type de format. Et il s'appelle, son pseudo c'est Orpheus et son prénom c'est Serge. Voilà, qui est une personne qui a beaucoup fait pour que ce format soit mis en place et que ce format existe et donner les moments de jeu dont on va vous parler dans le podcast. Quand les premières communautés, tu sais, autour du GNV là, se sont formées, il y avait des gens qui continuaient le RP en dehors du RP et moi je trouvais ça très, très gênant, tu vois? Oui, il y avait pas mal de discussions par rapport à ça. Ouais. T'en as, c'est vraiment leur truc. Pareil, moi, ça me sort un peu, quoi. Le RP en dehors du RP, c'est-à-dire? En fait, tu sais, tu termines un GNV dans le... Ouais. Après le GNV? Ouais, après le GNV, il y a des gens Ok. qui te font des trucs. Ah oui, Monsieur le Prince ou Monsieur l'Archonte, parce que moi, c'est les rôles que j'ai je vus, vois. tu vois. Et c'est très gênant, d'autant plus que c'est tu joues des personnages qui te ressemblent pas du tout, qui sont vraiment des C'est sûr que c'est un peu compliqué qu'on me traite de Rasmussen. Oui, voilà. Je comprends. Après, j'adore le jeu que j'ai eu avec Rasmussen, mais c'est du jeu, voilà, effectivement. D'accord. Je me posais la question en préparant justement sur notamment, enfin voilà, ce que je vous connais tous les deux beaucoup par l'intermédiaire de vos personnages et ceux que vous avez incarnés sur les GNV. C'est d'ailleurs nos principaux points de contact pendant un temps quoi. Ouais. Et finalement, Rasmussen, c'est un personnage que je n'ai vu que de loin et donc je ne connaissais pas du tout l'expérience du jeu que tu avais eu, qui en plus est sorti du jeu, je sais pas, aux 2/3, puisqu'il a été repéré. Il a été repéré, mais il a quand même continué à jouer pendant un petit moment. Mais juste de façon beaucoup plus clandestine, effectivement. J'ai été traqué par la Camarilla complètement, c'était intéressant. Et non, Rasmussen s'est fait tuer, je crois, un jour ou 2 jours avant la fin du jeu, un truc comme ça. J'ai pas raté tant de jeu que ça, en fait. Ça va. D'accord, donc souvenir c'était plus tôt, quoi. Parce que c'était... Non, j'ai eu un jeu extraordinaire avec Rasmussen. J'ai eu une des expériences de jeu de rôle les plus fortes que j'ai eues de ma vie, je pense.
C'est vrai. C'était très 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 bon. Parce que, eh ben, écoute, la même chose mais à distance, quoi, tu vois. San Francisco, moi, je pense que c'est une des expériences les plus fortes de jeu de rôle que j'ai vécues Moi aussi. jusqu'à présent, quoi. Et effectivement, là, c'est commencé l'enregistrement, ça tourne, etc. et tout, ou attends? Ouais. En fait, il n'y a pas de début annoncé, si tu veux. On parle, après, on tu parle, et démarres puis... sur le matériel, etc. Et oui, c'était un personnage qui était effectivement extrêmement différent de moi. Enfin, c'était... Rasmussen, c'était vraiment un monstre, si on veut. C'est un personnage qui avait plus tellement d'empathie, qui avait plus de valeur humaine, qui avait plus grand-chose, et c'était un gros défi à jouer. Mais c'était extrêmement intéressant pour moi. De le jouer bien et tout ça. Et puis j'ai eu un jeu qui était extrêmement fort aussi avec Miko, le personnage de Dolores. Oui, je me rappelle qui elle était ton enfant sans le savoir, Sans qu'il le a appris savoir. au cours du jeu. Et au départ, alors moi je le savais, et au départ le truc c'est que officiellement, son perso m'avait rencontré le mien en off, on avait déjà joué à la scène en pré-RP, enfin en pré-jeu, et il était censé être un peu la personne qui avait pris sous son aile pour essayer pour dire oh ma petite, on va retrouver ton cire, on va t'aider. Et donc qui en fait était... En fait c'était moi, sa cire, je le savais très bien. Ah, c'est super, Et... c'est excellent. Et en fait, du coup, j'ai eu tout un jeu de manipulation psychologique avec le perso de Miko, et qui était fort, qui était très dur des fois. Et il y a toute une scène, qui est absolument assez incroyable que j'ai réécrite, que j'ai rédigée ensuite Enfin, j'ai repris le log de chat et je l'ai rédigé sous forme un peu de romancé, quoi, si on veut, enfin novelisé, pour que c'est plus lu par quelqu'un d'autre, où justement je me suis dévoilé à elle et j'ai essayé de la convaincre de rejoindre le sabbat. Et c'est, je pense, une des scènes les plus fortes que j'ai faites en jeu de rôle aussi. Et finalement, elle m'a dit qu'elle allait y réfléchir, et puis finalement, elle m'a trahi. Il y a eu la scène du musée, il y a eu plein de choses qui sont passées ensuite, c'était assez incroyable. Mais ouais, tout ce jeu-là que j'ai eu, et ce qui était intéressant, c'est que j'ai vraiment pu l'avoir, je pense. Parce que je connaissais pas Nico du tout à l'époque. Et je pense que j'ai pu avoir ce jeu-là aussi parce que il y avait Magali Maranoué en tant qu'MJ, qui nous a énormément mis en confiance. Et je savais qu'elle connaissait bien Miko, donc qui jouait également, qui était le H-joueur de Dolores. Et des fois, je me disais, attends, mais là, ce que je vais faire, c'est vraiment un truc ignoble, est-ce que c'est ok, etc. et tout. Et j'en parlais à Magali, qui me disait, oui, ça va, t'inquiète pas, il y a leur demande, et elle adore jouer des persos qui se prennent plein la gueule, t'en fais pas, c'est bon. Et donc c'était votre caution de confiance à toutes les deux sur ce... Et puis on avait également une discussion HRP assez intense. Enfin, on avait quand même créé un contact également entre joueuses qui était assez fort comme ça. Et au bout d'un moment, je veux dire, une fois que les matchs étaient tombés, si tu veux, des fois je mettais au point d'esprit directement avec Miko, quoi, je veux dire, avec lui. Mais c'est ça, mais le fait d'avoir cette conversation HRP, cette complicité, d'abord à travers une MJ et ensuite entre joueuses, nous a permis quelque part de jouer des choses vraiment très dures. Et c'est pour ça que moi ça me paraît toujours bizarre quand les gens, il y a un peu des fois on croise des personnes qui vont dire ah gna gna, non mais la sécurité émotionnelle ça nuit l'expérience, enfin le discours un peu de vieux rôliste, je dirais un peu boomer qui veut pas mettre en place tout ça. Alors que moi c'est le contraire, je pense que vraiment j'ai pu aller à un jeu assez extrême de manipulation psychologique que j'aurais jamais pu avoir que je pense qu'il ne faudrait pas avoir beaucoup de contexte justement, parce qu'il y avait tout un tas de cadres de communication autour entre joueuses, etc. qui faisaient que c'était possible. Il y avait une bienveillance totalement folle, je sais pas comment toi tu l'as senti Dronel, mais sur cette partie, il y avait 40 ou 50 personnes qui étaient impliquées dans le jeu, et il y avait c'était vraiment une aura de bienveillance. Ouais, je suis d'accord, et pour moi ça montre vraiment à quel point c'est hyper important de pouvoir à la fois la confiance entre les joueurs et les joueuses, et aussi entre les joueurs et les joueuses et les MJ, quoi, tu vois, et pouvoir s'assurer en fait que tes MJ ils sont bienveillants, ils sont là pour toi, ils sont là pour faire du jeu stylé, ils sont toujours à l'écoute, ouais. Tu peux vraiment te reposer sur eux et du coup faire un jeu assez intense, quoi, parce que tu sais que derrière ils sont aussi là pour s'assurer que tout le monde va bien, quoi. Et typiquement quand on joue à un truc comme Vampire à la Mascarade, où il y a une capacité à mettre en scène des monstres assez importante, je trouve que
indispensable, quoi. Et du coup, moi, je suis vraiment d'accord avec Miranda sur le truc, la sécurité émotionnelle apporte énormément, parce que tu peux vraiment te plonger dans une intensité, voire des moments assez sordides, en toute quiétude, en fait, quoi. Sans trop t'inquiéter des conséquences qu'il pourrait y avoir, parce qu'en fait, tu sais que c'est bien pris en charge et extrêmement pris au sérieux par le staff, quoi. Après, si on parle enfin, je sais pas si tu as parlé un petit peu au staff justement de Francisco, Jean Dadon, mais enfin, il y a au niveau, je sais qu'il y a eu quelques soucis aussi. Il y a eu, enfin, tout n'a pas été parfaitement smooth du début à la fin non plus. Mais bon, après, je suis d'accord que d'une part, ça fait pas trop vu de l'extérieur, ce qui montre que ça a bien été géré. Et d'autre part, globalement, ça a quand même été très smooth et très agréable, effectivement, comme expérience de jeu pour moi aussi. Pour la... Enfin, je parle de la saison 1, là, c'est vraiment... Oui, je parle même pour la saison 1, il y a eu quelques... Enfin, bon. Après, Ouais, tout est jamais vraiment parfait, mais... Ouais, mais de toute façon, c'est compliqué. Enfin, ouais, Après, c'est pareil, n'importe qui organise un événement, il sait que c'est Ouais. jamais parfait, mais ce qui compte, c'est quelque part, si jamais c'est à toi de gérer, et si les participants se rendent pas compte, c'est que t'as bien géré, en fait. C'est assez optimiste quand il y a une quarantaine de joueurs, bon là un peu moins, quoi, avec c'est plein d'interactions humaines dans tous les sens. Je pense que t'as beau avoir le meilleur staff du monde, voilà. On n'est pas à l'abri de quoi que de petits conflits, de frustrations, Après, c'est comment c'est géré aussi derrière, quoi. C'est ça le truc, en fait. Il faut aussi, le staff, il sert aussi à faire en sorte que ces problèmes n'arrivent pas. Et si jamais ils arrivent, malgré toute leur bonne volonté, bah faut savoir les gérer pour que ça se passe au mieux, quoi. Et c'est un peu une constante, quoi. De toute façon, on peut pas faire trop sans. Mais au-delà de l'implication donc de l'équipe d'organisation pour que ça se passe bien, j'avais l'impression qu'il y avait aussi une implication des joueurs et des joueuses en fait, et que c'était vraiment quelque chose de très très fort, quoi. Qu'il y avait enfin, moi j'ai vraiment ressenti qu'il y avait beaucoup de gens dont le rôle a priori n'était pas de s'investir sur la sécurité émotionnelle et qui le faisaient, quoi, qui s'étaient d'eux-mêmes mis dans cette situation, qui s'étaient pris une petite part de responsabilité, quoi. Ouais. Peut-être que c'est dû au fait, ça je sais pas, hein, je mets une hypothèse, peut-être que bah en fait ça compte quand même sur le fait que les MJ choisissent les joueurs et les joueuses. Les joueurs et les joueuses qui sont choisis peuvent dire « Ah moi je connais tel joueur ou joueuse, c'est une personne, c'est une bonne rôliste, la personne est safe et tout ». Et du coup, ça fait qu'il y a une grosse proportion des gens pour qui c'est important, quoi. Et du coup, ça fait que naturellement, les joueurs et les joueuses vont prendre un minimum soin de leurs camarades de jeu. Moi, typiquement, je jouais Vijay, donc un Oui. vieil indien avec beaucoup d'humanité, et je jouais un Ravnos. Alors, c'est pas un truc que j'ai trop joué, mais les Ravnos sont souvent des vices, et moi, mon vice, c'était que j'étais genre... En gros, j'étais Tortue Géniale dans Dragon Ball Z, quoi. Genre, je devais être totalement fan des meufs qui exhibaient une féminité incroyable, quoi. Et du coup, j'étais en coterie avec justement deux meufs, et du coup, il y avait une grosse... Bah, j'avais pris le temps avant de dire bon, ok, mon personnage, c'est vraiment un pervers. Je vais essayer de le jouer comme ça, mais je n'ai pas envie non plus de trop le jouer comme ça. Si jamais je vais trop loin, il faut pas hésiter à me le dire, etc., etc. Et au final, je me suis quand même pas trop senti à jouer vraiment un gros pervers, quoi. Donc je jouais plutôt un petit pervers un peu mignon, quoi. Entre guillemets. Mais du coup, ouais, il y avait vraiment eu cette phase de on discute avant et on s'autorise à discuter pendant pour savoir si personne n'outrepasse les limites de chacun et de chacune pour qu'on s'amuse, quoi. Même si les situations de jeu peuvent être en soi un peu sordides, ça reste du jeu, on est là pour s'amuser, quoi. Oui. Il y avait une grosse communauté de personnes issues du GN aussi, c'est des pratiques qui sont très... c'est vrai, ça, ouais. J'ai l'impression sont très démocratisées là-bas, quoi. Et sans doute que ça a participé justement à cette expérience géniale. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, Dronel, voilà, comment toi t'as vécu l'expérience, parce qu'on Miranda et moi on a senti que t'étais des trucs super forts. Je sais pas, toi moi je pense ton arc de personnage est très fort aussi. Ouais, c'est je pense que c'est comme beaucoup, c'est comme beaucoup des gens avec qui j'ai joué, c'est mon GNV préféré, SF San Francisco saison 1, parce que j'ai trouvé que tout fonctionnait bien, à la fois dans le plot, dans les plots secondaires, dans les interactions entre les joueurs et les joueuses.
le staff exceptionnel. Et du coup, j'ai pu jouer à fond, j'étais à fond dedans, j'ai adoré San Francisco comme ville. Et moi, j'avais toute une relation avec Savannah, qui était jouée par Jean, justement. Et du coup, c'était vraiment hyper caricatural. Genre, moi, j'étais le vieux sage et mon infante. Moi, j'étais le vieux sage, neutre. J'étais là pour régler les conflits, pour faire en sorte que les différents partis politiques, on va dire, genre la Camarilla, les Anars, le Sabin infiltré, et tous les groupes au sein de la Camarilla ne se foutent pas sur la gueule. J'étais là pour faire tampon. Et j'avais une infante qui était une Anar pas possible, qui voulait tout faire péter. Et du coup, ça a créé des situations de jeu très intenses où mon personnage était à la fois énervé contre elle, en même temps, il l'aimait énormément, quoi. C'était comme sa fille, et du coup, il voulait la protéger de tout ça, mais il pouvait pas non plus la protéger entièrement. Il y a des choses qu'il pouvait pas assumer à sa place. Et puis il y a eu une scène à la fin, mais ce qui était une scène écrite post-jeu où du coup euh, il avait l'impression d'avoir fait le tour et du coup il a laissé Savannah genre le bouffer, quoi. Non, c'était vraiment, c'était vraiment très très intense ce jeu. J'en ai de très bons souvenirs. C'est ma meilleure expérience de GNV aussi, quoi. Alors, l'intuition que j'ai sur vous deux en tant que personne, c'est que, en tant que rôliste en vérité, c'est que vous êtes des personnes qui sont capables de grosses implications dans le cadre d'un jeu de rôle, et ça s'est notamment vu sur cette édition-là, et puis sur d'autres, en fait, d'autres parties de GNV. Est-ce que je me trompe? C'est ce que j'essaie de chercher, effectivement. J'essaie de... Bon, dans ce que je fais rarement les choses à moitié, en général. Et quand je suis en GN, en GNV et en jeu de rôle, j'ai tendance à chercher effectivement des choses qui vont être impliquantes et à m'impliquer moi, surtout émotionnellement en fait, à être dans des choses qui sont émotionnellement impliquantes. C'est ça que je cherche, à pouvoir vivre des choses fortes, du drama, des choses qui sont également différentes, des émotions différentes de ce que je peux vivre en dehors. C'est vraiment ma recherche à moi. Donc oui, effectivement, j'essaye de... C'est vraiment ça que j'essaie de faire. Pareil pour moi, hein. Comme Yoranda, j'ai plutôt un caractère où quand il y a quelque chose que j'aime, j'y vais à fond, quoi. Je fais pas des choses à moitié, un peu sur tous les plans de ma vie, mais du coup c'est très vrai pour le JDR. Et d'ailleurs, moi c'est un truc qui me plaisait dans la promesse du GNV. Je sais qu'après il y a eu des discussions sur le rythme est trop soutenu, ce que je comprends vraiment, tu vois, ce serait pas mal qu'on change de rythme ou pas. Mais moi, un truc que j'aime bien dans le GNV, c'est que ça dure hyper longtemps, c'est que tous les soirs je sois crevé, c'est que j'y sois à fond tout le temps, c'est que je mette plein d'émotions dans mon personnage, c'est que j'ai un gros coup de blues à la fin. Je recherche vraiment une intensité hyper forte, quoi. Je serais prêt à poser 2 semaines de vacances et à jouer 24 heures si c'était possible, quoi. Ouais, c'est vraiment ce que je recherche, l'intensité sur tous les plans, quoi. Vraiment vivre un truc qui crée un souvenir assez impérissable. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut dur. Enfin, c'était aussi, il y avait tout le contexte Covid dans lequel sont nés les GNV. Et ensuite, ça a un peu surpris un petit peu cette anxiété qu'on pouvait avoir comme ça. Et j'ai du mal à retrouver ça maintenant, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de choses de ma vie qui ont repris leur cours et tout ça. Pareil que toi, pareil que beaucoup de gens, je pense. Ouais. Et quelque part, c'est dommage. Mais je sais pas. Ouais, je suis d'accord que c'était très local tu vois, contexte les Covid. Puis même après, il y avait les couvre-feux, on pouvait pas sortir le soir, il n'y avait pas d'association de sport, il y avait pas, enfin, pour beaucoup de choses qui avaient été. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup du format super super intense du GNV. Et donc, de ce que je comprends dans d'autres types de parties, des parties peut-être plus classiques de jeux de rôle, c'est pas des... C'est des choses que vous essayez de retrouver ou c'est... ou pas du tout? Tu veux... Vas-y. Ok. En général, cette recherche un petit peu d'intensité émotionnelle, c'est quelque chose que j'essaie d'avoir un petit peu partout dans mes parties, dans mes pratiques jeux de rôle, souvent en général. Que ce soit d'ailleurs en tant que joueuse ou en tant que MJ, parce que je suis plus souvent MJ que joueuse. Pas forcément tirant par choix, parce que souvent il y a plus de personnes qui sont prêtes à jouer qu'à maîtriser. Après, ça peut prendre, je dirais, peut-être d'autres formes également. Quand je suis en JDR, ça peut être... surtout en tant qu'MJ, en fait, je rencontre. Parce qu'il y a vraiment le drama interpersonnel, il y a aussi poser une ambiance, par exemple, il peut y avoir d'autres choses. D'autres façons de faire ça, d'autres façons de créer ce genre de trame-là.
Mais globalement, oui. Après, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une certaine forme d'intensité. Quelque part, le jeu de rôle, le GN et le GNV comme ça texte permettent tous les trois des choses différentes et d'atteindre des intensités un peu différentes de façon un peu différente. Ce qui est intéressant dans le GNV, je trouve, c'est que le format texte entier uniquement permet de faire déjà permet d'avoir un back channel hyper facilement, enfin de faire des mises à point HRP qui sont séparées du RP et qui sont autant précises et aussi bien qu'on veut. Donc ça c'est chouette. Ça n'oblige pas, je sais pas, à arrêter la partie pour un jeu de rôle ou à lever les points ou autre pour comme en GN. Et vu que tout est en texte, ça laisse. Enfin, moi, je suis assez doué pour imaginer des choses à partir du texte. Enfin, je veux dire, et c'est vraiment un média qui me parle beaucoup le texte. Et au niveau liberté d'expression, une mise en scène de mon personnage, une mise en scène de ce qu'il y a autour, je trouve ça extrêmement puissant. Après, le fait d'incarner vraiment quelque chose en GN physique, c'est une identité qui est différente aussi. Mais ouais, c'est différent pour moi. Ouais, je suis assez d'accord. Recherche d'intensité sur tout type de jeu de rôle. Mais moi aussi, je suis j'ai une grosse appétence pour le texte. J'aime beaucoup écrire, j'aime bien lire, et je suis très à l'aise. Et je vois que en GNV, comme c'est un format à 95% écrit, quoi, je peux vraiment être à fond. C'est vraiment là où je suis le meilleur pour écrire. Et par exemple, j'ai fait un GN, on a fait un GN, Miranda était là, Ouais. World of Darkness, l'automne dernier. Moi, j'ai aimé, mais par contre, je me suis senti frustré dans mon jeu parce que je jouais un membre du sabbat, et comme je suis pas du tout un pratiquant de GN, j'ai vraiment eu du mal à jouer un monstre. Parce que c'est plus compliqué de jouer un monstre physiquement que j'ai joué Alec sur les GNV, où j'étais un Nosferatu totalement tordu et je pouvais dire des horreurs et mettre en scène des horreurs parce qu'il y a une sorte de distance qui, moi, me convient, parce que du coup, je suis meilleur à l'écrit, donc ça me va. C'est plus facile d'aller plus loin, parce que, pour moi en tout cas, c'est plus facile d'aller plus loin quand il y a ce côté virtuel écrit que quand on est là physiquement. Et aussi, je trouve que les coupures sont plus faciles quand on est derrière notre PC et qu'on est au final seul dans notre chambre, quoi. Si on veut faire une pause, c'est plus facile que quand il y a 1001 personnes autour de nous, quoi. Donc, ouais. C'est vrai aussi. D'accord, donc Ouais. ça tient beaucoup au format, au type de jeu de rôle, en fait, en vérité. C'est Format ce écrit. truc qu'on a vécu tous les 3, c'est vraiment parce que le médium était Ouais, particulier, parce que la partie était particulière, quoi. je pense Après, parce je que pense, tu vois, oui. moi c'est pas un contre-exemple. Par exemple, j'ai joué à Knight en tant que joueur. J'aime beaucoup l'univers, j'aimais beaucoup, il est toujours vivant. J'aime beaucoup mon MJ sur Knight, mais j'ai arrêté de jouer pour plusieurs raisons, et notamment parce que mon MJ, il s'appelle John, Miranda l'avait Oui. croisé, on avait joué à Mage ensemble. John, lui, il peut que masteriser. Lui, on commence à midi, on termine à 4 heures du matin, quoi. C'est comme ça qu'il veut faire des parties de jeux de rôle. Et du coup, c'est hyper intense, c'est une forme d'intensité. Mais moi, ça, j'y arrive plus. J'arrive plus à jouer plus de 10 heures de suite. À un moment, je pète un câble et je me sens mal. Alors que jouer 10 heures de suite sur un GNV, il y a ce côté où je peux faire des pauses, en fait. Je peux aller prendre un petit bain, je peux faire une pause de 5 minutes en regardant des vidéos YouTube, je peux faire une sieste. Il y a moyen de composer et de gérer l'intensité. Alors que 10 heures de suite dans un JDR hyper intense et sombre à la night, je me suis rendu compte que je pouvais pas, alors que je croyais que je pouvais, quoi. Donc, pour moi, Ouais, recherche d'intensité, oui, mais ça dépend vraiment quand même pas mal du format, et ça, je l'ai découvert avec le temps, quoi. ouais, ça, je pouvais il y a 10 ans, mais enfin, en tout cas 15 ans, mais maintenant, je crois que je peux plus non plus. C'est bon. On est Pour des trop vieux raisons et vieilles, c'est pour ça, en fait. ouais, voilà, c'est ça. Tu Ah, fais d'aller plus bien de là-dedans, hein. l'expliquer, voilà, on est en train de se tourner autour en disant: «Bon, voilà, c'est peut-être qu'on n'est pas aussi jeune et tout». Mais après, quand tu sais côté texte également, je sais que toi, tu es très sensible également, Rémi, et moi également, mais je pense qu'effectivement, il y a peut-être que c'est peut-être nous aussi, plus que le format en soi. Enfin, c'est le match entre nous et le format, quoi. Je pense qu'il y a ça aussi. Oui, totalement, ouais, ouais. C'est comme si le format avait été fait pour nous, il y a un peu ce truc-là, quoi. C'est vrai que ce côté intensité permanente, ça me souvient le tout premier. T'étais là sur Complot, je sais plus. Non, je crois pas. Non, 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 moi j'ai ça. commencé Ok. sur Montréal. Ok. Le premier GNV que j'ai fait, qui s'appelait Complot, c'était un truc, c'était vraiment le prototype un petit peu, il y avait aucun cadre temporel qui avait été posé. En plus, on a vu longtemps, on a vu quasiment 3 semaines. C'était en plein Covid, hein, c'était le premier confinement, 2020, tout ça. Et donc il n'y avait pas de cadrage temporel, on jouait, le jeu jouait 24 heures sur 24.
Donc tu étais réveillé, connecté à ton PC, ton personnage était là. Et quelque part, ce niveau-là d'engagement, c'était un petit peu qui s'était arrêté en dehors de ça et tout ça. Et effectivement, j'ai eu un degré, un moment d'engagement dans le jeu qui est un truc que j'ai pas eu souvent ailleurs, quoi. Et Parce que c'était, t'avais... Ouais. c'était du positif ou c'est aussi du C'était positif, négatif? ouais, c'est positif, effectivement, parce qu'en plus, Ok. j'étais... Enfin, c'est une époque... Enfin, après, c'est une époque compliquée, le premier confinement du Covid, enfin, pour un certain nombre de gens. Mais ça m'a permis, c'est une expérience très positive et très très intense que j'ai eue à ce moment-là. Et pendant que beaucoup de gens étaient en train d'angoisser et de s'ennuyer, moi je me souviens avoir été vraiment complètement immergé dans un monde complètement autre et de l'intensité qui était autre et c'était assez fou quoi. Mais après pour le coup, je sais pas si je pourrais faire ce niveau d'intensité pendant aussi longtemps en dehors de ce contexte-là. Ouais, je suis d'accord, ouais. C'est compliqué, genre sans le contexte, moi j'ai tellement de mon emploi du temps est tellement blindé Et sur 2 pareil, semaines à c'est chaque ça. fois que genre, c'était vraiment ça collait bien au Covid, et au couvre-feu et au confinement, quoi. C'est atroce parce que tu vois, je me dis moi qu'en fait il faut faire le deuil de ce format qui n'existait que Ouais, ouais, ouais. autour du Covid et qui nous a fourni des trucs qu'on n'a pas retrouvés autre part dans le jeu de rôle. Ouais. Et dont on sait que les conditions seront probablement jamais réunies, mais au niveau global, quoi, parce que même si 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 10 personnes peuvent prendre 2 ou 3 semaines de leur temps pour s'impliquer à fond, ce sera jamais le cas pour 50 ou pour 60 personnes comme on a eu sur les formats GNV, quoi. Donc voilà, clair. moi, je Oui, suis un petit peu totalement. triste à évoquer, à D'accord. penser ça, quoi. C'est vrai. Bon après, je n'avais pas souhaité qu'il y ait d'autres nouvelles pandémies Ouais, qui donnent lieu à de nouveaux confinements, c'est sûr. Mais enfin déjà, on n'est pas fini cette auberge de gérer celle-là, mais bon. mais je trouve que ça dit, des choses intéressantes, que ça montre bien que souvent quand même, genre les êtres humains en tout cas, on est beaucoup à avoir une vie sociale, remplie et pas que forcément sociale, on a des activités dans notre vie, quoi. On a plein de choses à faire dans tous les sens et heu et du coup, ouais, il faut vraiment être dans des conditions où on nous empêche de faire plein de choses pour qu'on se donne à 200 C'est dans un jeu, clair. quoi. C'est Sinon, clair, c'est sûr. et ça montre aussi qu'on recherche de l'intensité, quoi. Là, genre moi, là, dans ma vie actuelle, hors Covid, bah, je recherche aussi de l'intensité en permanence dans tout ce que je fais, quoi. Sauf que du coup, là, c'est dispatché entre plein de trucs et quand il y a que faire à part, faire, du GNV entre guillemets, quoi, bah, du coup là, c'est 200 sur le GNV, quoi. C'est comme s'il y avait toujours besoin de quelque chose pour catalyser ce désir d'intensité, quoi. Mais du coup, en fonction du contexte, ce qui peut catalyser, change énormément. Oui. Parce que toi, c'est une aspiration plus globale que le jeu de rôle, quoi. C'est vraiment tu Oh, cherches quelque chose qui ouais, c'est pas une aspiration au sens où c'est pas conscient, quoi. C'est plus, je je me regarde, tu vois? Je me constate vivre et effectivement, quoi, je fais les choses de manière assez intense, quoi. J'ai du mal à faire, aussi bien dans mon job, dans mes relations, dans les jeux, j'ai du mal à faire les choses à moitié, quoi. Mais comme beaucoup de personnes, hein, je suis vraiment, Oui. pas du tout unique pour ça, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, qui sont comme moi. Moi, je le conscientise et j'y réfléchis beaucoup, parfois un peu trop, mais effectivement, je recherche ça un petit peu. Et effectivement, c'est intéressant parce que en fait, de pouvoir être à 100% sur quelque chose, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est pas facile d'une part de faire parce que, enfin, on a sans arrêt plein d'attentes, enfin, on n'est pas complètement maître non plus de tout ce qu'on fait, des attentes sociales, des attentes variées, je sais pas, le taf, les machins, d'autres choses, et cetera. Et de se donner, de se créer un contexte en dehors du moment où c'est forcé, on peut vivre quelque chose à 100% pendant un certain temps, comme ça, et de s'autoriser soi à le faire, c'est pas si facile que ça. Mmh. Et ouais, c'est vrai. il y a un de vous 2 qui dit un truc très intéressant, c'était il y a 5 minutes maintenant, comme quoi on est, type de joueurs et de joueuses qui finissons par trouver, voilà, ce format de jeu, qui apporte des choses que les autres apportent pas. Mais en fait, plus que ça, j'ai l'impression que c'est aussi, des personnes qui construisent ce jeu, quoi. Qui construisent cette manière de jouer de toutes pièces. Parce que c'est pas juste qu'on la trouve, quoi. Donc ma question un petit peu plus globale, c'est est-ce que
Est-ce que en tant que joueur et joueuse, en tant que rôliste, en tant que personne à une table, on crée pas un petit peu ce qu'on attend? Est-ce que, enfin, c'est quoi notre pouvoir d'action dans une table, dans un jeu? Très très large comme question. Prenez ça par la porte que vous voulez. Je sais pas, mais déjà, c'est pas mal d'essayer de le conscientiser, de voir. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant parce que GNV, on savait pas trop dans quoi on se lançait au final au départ. C'est un truc qui était totalement émergent, qui était créé par des gens qui faisaient du GN de base, et puis le Covid, bah voilà, le GN tant Covid et tout confinement, bah voilà. Et donc, ils ont voulu créer autre chose sans trop savoir ce que ça allait donner forcément au départ. Et bon, bah faut quand même créditer ça aux créateurs du format. Mais après, je veux dire, le pouvoir qu'on a, je veux dire, pour autant qu'on ait de la visibilité sur ce qu'on veut créer, c'est pas mal justement de l'exprimer et de trouver des personnes, il y a cette notion de, j'ai découvert en commençant le GN d'ailleurs, de l'aide d'intention en GN. Mais moi déjà avant le jeu de rôle, je parlais de proposition de jeu, de finalement se mettre d'accord sur, ok, moi je propose de faire un jeu qui est axé sur ça, ça et ça. On va explorer tel genre de choses, ce sera plutôt intensité qui sera mise là-dessus. Et de construire, enfin soit de proposer, soit de construire ensemble ce genre de choses-là pour pouvoir le faire vivre collectivement ensuite. Ça c'est, je sais pas. C'est pour ça que c'est intéressant quand même de le formaliser, d'y réfléchir un petit peu avant de le conceptualiser. Ouais, je suis d'accord, et ça permet aussi de se trouver, des partenaires de jeu qui sont raccords avec nous. Genre, bah, j'ai un bon exemple, je pense, par rapport à ce que tu dis, Jean Ouais. Dindon, notre table de L5R, parce que du coup, Jean Miranda, je sais pas si tu le sais, mais du coup, on joue à L5R avec Jean Dindon, Oui, ça va, tu m'avais dit, ouais. Jérémy, donc Sol qui est le MJ, et Magali. Ok. Et Ok. du coup, c'est du JDR sur Discord. On joue environ toutes les 2 semaines, environ genre 3-4 heures, un truc comme ça. Et par contre, on est 4 personnes qui aimons le. Et oui, il y a aussi Blandine qui est pas là en ce moment, mais qui est aussi une joueuse qui reviendra. Et du coup, on joue sur Discord classique toutes les 2 semaines, assez de manière régulière. Mais comme on est des joueurs et des joueuses qui aimons l'écrit, et ben on a aussi intégré dans notre pratique le fait entre les sessions de jeu, de jouer à l'écrit. Où en fait il y a des scènes, et parfois en fait quand on joue les parties sur Discord, à l'oral, on se dit ah en fait cette scène elle sera peut-être mieux si on la joue à l'écrit, quoi. On pourra aller plus précisément sur ce qu'on veut faire et tout. Et du coup je pense pas qu'on a créé quelque chose, il y a plein de gens qui font ça, mais du coup on a un peu trouvé notre format à nous, je trouve, où on joue toutes les 2 semaines parce que ça convient à nos emplois du temps hyper chargés. On joue sur Discord, sur Foundry, et comme on aime beaucoup écrire, et ben on s'autorise à écrire, et en fait on a déjà écrit pas mal de choses, quoi, tu vois. Et je trouve que ça nourrit vraiment, moi ça me hype vraiment de jouer à L5R, parce que j'aime bien les joueurs, les joueuses, parce que j'aime bien L5R, et aussi parce qu'en fait il y a cette partie écrite qui est inscrite dans le format, et on a décidé qu'on ferait ça, et en fait ça fonctionne trop bien, quoi. Mais peut-être qu'il y a d'autres joueurs et joueuses, ça leur conviendrait pas du tout, quoi, parce qu'ils aiment pas du tout écrire. Mais nous, c'est notre truc, et je trouve que ça fait partie intégrante de la manière dont on apprend de cette table. C'est intéressant comme format, c'est sympa. Je viens de me rendre compte avec ce que tu dis qu'en fait on est en attente depuis une semaine d'un truc que je dois taper et que j'ai complètement oublié. Ah là là, Ravi, ça n'a rien à voir. Juste En fait, Miranda, t'as pris la question d'un point de vue, tu sais, très global, du genre il faut définir les choses, il faut définir le jeu qu'on va jouer, Ouais. Et ensuite on peut tous s'y lancer, mais par exemple, il y a une espèce d'autre niveau, tu sais, à ton échelle de joueur à toi, et pas forcément dans le cadre de la partie globale. Je pense par exemple quand tu joues Rasmussen et que tu as que t'as l'arc avec, justement, on a dit Miro, c'est ça? Dolores qui est joué par Miko. Miko. Le Ok, Miko, joueur s'appelle pardon. Miko et le perso c'est Dolores. Et cet arc-là, en fait, ce jeu-là que vous développez, vous le faites sans l'aval d'un conteur ou d'un organisateur, quoi, ou en tout cas sous la supervision lointaine, mais c'est quand même vous deux qui amorcez ce truc-là, qui voulez aller dans cette direction. Quand j'avais cette question en tête, de savoir à quel point est-ce on façonne le jeu, notre expérience, etc. Oui. Je le pensais aussi à une échelle très concrète. Je sais pas si ça vous parle à tous les deux, ce genre de réflexion. Bah si, c'est vrai, mais ça, il y a un côté un peu empirique, je trouve, on voit ce qui marche.
Et si quelque chose marche et nous satisfait, et surtout satisfait plusieurs personnes, je dirais la dynamique se crée et il y en a plus, quoi. Mais ça, il y a beaucoup ça en GNV, j'ai l'impression. Ouais, je suis assez d'accord. Ça m'a l'air d'être quand même très. Moi, je vois ce que tu veux dire, j'en ai un don et j'ai vécu ça, mais pour moi, ça passe beaucoup par un truc, on se met pas d'accord à la base, quoi. Genre, on est des joueurs et des joueuses qui se sont mis en contact. Soit on se connaît, soit on est mis en contact parce que les MJ savent qu'on a des affinités. Et après, en fait, en jouant ensemble, on se teste, quoi, et puis on avance dans l'intensité. Genre moi, typiquement, quand j'ai joué ma relation avec Savannah, là, quand je jouais Vijay, je connaissais Jean, mais je connaissais pas beaucoup de Jean, quoi, parce que Jean avait fait... elle était MJ sur Chicago avant, et du coup, bah, je l'avais juste... En fait, non, je la connaissais avant, mais enfin bref, on n'était pas vraiment proches, quoi, tu vois. Mais genre, on s'est dit, ah vas-y, ça serait cool de jouer ensemble, et du coup, au final, on a fait un jeu hyper intense, mais ça s'est un peu construit... hmm, on s'est pas trop dit qu'on allait faire un jeu intense, en fait. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est que en jouant, jour après jour, heure après heure, jour après jour, on a compris que c'est ce qu'on aimait, on se ressemblait sur ça, et du coup, on a vraiment foncé dans le truc, et du coup, je pense qu'on s'est aussi un peu influencé. Genre, ah, elle aime jouer comme ça, bah moi aussi, ah vas-y, je rentre dans son jeu, et vice-versa. Et du coup, on co-crée quelque chose, mais sans forcément beaucoup en discuter de manière méta, quoi. Ça peut aussi marcher comme ça. Là-dessus, il y a aussi la possibilité un peu de montrer, je pense, qu'est-ce qu'on a envie de jouer et de voir si ça prend. Et là-dessus, il y a autre chose que j'ai fait dans ce jeu-là. C'est, bon, j'étais prêtresse de meute, de la meute qui comprenait donc, bon, peu importe, le reste pertinent forcément, mais et du coup, j'avais, bah, pour le jeu de meute, etc., j'ai proposé aux gens de la meute de faire une scène en pré-RP également de vauderie. Donc de rituel du sabbat, de vauderie pour unir la meute, tout ça et tout. Et bon, bah, j'ai préparé ce truc-là, et puis on l'a joué à 4 comme ça. Et c'était très sympa, d'ailleurs j'ai rédigé aussi sa scène, enfin très sympa, c'était sanglant, Ouais, c'était gore, c'est ce que tu veux. je l'ai lu la scène, elle est trop bien, et du coup, c'est un peu ma, ma référence pour des futures scènes de Voldry Oh, je suis carrément touché. quand je masteriserai un Merci. truc de sabbat, quoi. Non, je suis touché. Mais et voilà, et ça a un petit peu donné le ton, je dirais, de. Enfin, et la scène pour le coup, bon, c'est moi, je veux dire, je l'ai préparé en tant que prêtre, vu que c'est moi qui officiais la cérémonie. Mais je veux dire, c'est une création collective de la meute, hein, je veux dire, tout le monde y a mis son sel, etc. Après, on a joué ça ensemble, voilà. Mais c'est un petit peu, donc ce truc-là qu'on avait fait en pré-RP donnait le ton des interactions de meute qu'on a eu ensuite dans le jeu. Donc, on a eu un jeu de meute qui était intéressant, qui était bien, où avec des choses qui étaient touchantes, des choses qui des fois étaient beaucoup plus dures, parce que ça reste le sabbat, ça reste quelque chose de violent, y compris en interne. Le sabbat, c'est la guerre, c'est la violence. Et je dirais, oui, bah voilà, c'est un peu, on a proposé un truc, tout le monde a un peu apporté qu'est-ce qu'il voulait, et au final, ça a donné le ton un petit peu de ce qu'on voulait jouer dans un arc de jeu. Mais c'est Et quand ouais, même toi voilà. qui Ouais. lance cette proposition au départ. Il n'y a aucun MJ qui va te dire. Il faut faire une vauderie. Je sais plus Ouais. comment ça a émergé ce truc-là. Je crois que la proposition venait de moi. Enfin, en tout cas, on voulait. On discutait au sein de la meute avant pour se donner un peu le là, etc. Et je sais plus qui a proposé extrêmement de faire une scène et que ça soit un rituel de vauderie, mais je crois que c'est moi qui me suis lancé. J'ai dit, tiens, on peut faire une vauderie, voilà, et tout. Parce qu'en plus, moi, je connaissais pas très bien le sabbat à ce moment-là, du coup, je voulais rechercher un peu les rituels du sabbat, les machins. Ça me donnait un prétexte pour diguer un peu dans le lore du sabbat et construire cette scène-là où j'ai mélangé les rituels du sabbat avec des rites chrétiens, c'était assez rigolo. Mais c'est vrai que c'est assez propre au format GN et GNV, quoi. Où le staff est là, il supervise, mais comparé à une table de GDR où t'as un MJ qui encadre vraiment, bah là, en fait, les joueurs et les joueuses peuvent se retrouver entre elles, un peu à l'écart, et faire Effectivement, le truc, quoi. la scène elle-même, on l'a jouée entièrement tout seul. Enfin, je me souviens, il y avait juste Lydia qui regardait la scène et qui une ou deux fois nous a repris, enfin, m'a reprise quand je faisais des trucs qui n'étaient pas conformes essentiellement du lore du sabbat, vu que c'est une grosse nerd du lore du sabbat. Mais Hyper amitié. pour quoi? Non, non, rien. Non. Je l'aurais pas imaginé autrement non plus. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Mais voilà, c'est ça. Mais à part ça, globalement, sinon le jeu était tellement émergent de ce qu'on fait, quoi. C'est pas maîtrisé. C'est moi qui avais inventé l'église et tout le monde est venu avec les sacrifices. Enfin, c'était rigolo. Je vous C'est vrai montrerai que la scène si tu veux. Oui. sur une table de JDR, de table traditionnelle, c'est vrai que c'est moins. Ça s'y prête moins, je trouve, parce que les joueurs et les joueuses
faire des grosses propositions comme ça dans le jeu. Ouais, alors, bah, de mon expérience à moi, C'est vrai. je pense vraiment pas que c'est impossible. Mais je trouve que ça Ah, s'y possible. prête moins qu'un GN ou un GNV, quoi. C'est vrai. Après, je Où me t'as souviens, pas, par ouais. exemple, c'est pas vraiment la même chose, mais dans la partie de match que tu avais maîtrisé, où j'avais pu créer le manoir et tout ça. C'est vrai. Donc il y a un peu de place, mais c'est pas la même chose, effectivement. Ça se Ouais, prête mais moins. ça, Moins, ouais, je suis mais tu d'accord. vois, je pense que ça a marché parce que aussi c'était avant. Tu vois ce Oui, que je c'est veux ça. dire? Oui, c'était du prêt, ouais. Ouais, c'était, bah, il fallait construire, il fallait un peu faire le setup du jeu et du coup, bah, oui, quand c'est comme ça, moi j'essaie de faire participer mes joueurs et mes joueuses, quoi. Mais en plein milieu de la partie, Ouais. dans un scénar assez intense avec plein de rebondissements et tout, c'est pas forcément facile de. En tout cas, c'est pas forcément dans ma pratique de MJ, quoi, de laisser vraiment de la place aux joueurs et aux joueuses pour inventer tout un truc, quoi, tu vois. Oui, c'est Euh, vrai. Bah, moi, j'essaye de prendre cette place-là quand je joue, quoi. Je me dis, alors ça se ressent peut-être pas sur. Je sais pas, peut-être un peu sur L5R, quoi. Il y a des moments où je dis, attends, là, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on joue ça, il faut qu'on aille dans cette direction. Moi, je fais ce type de proposition. Alors, c'est pas de la création partagée au sens la volderie, etc., où vraiment j'ai l'impression que vous avez beaucoup de pouvoir narratif, mais je pense que c'est un espace de. C'est une fenêtre de tir que tu as quand tu joues et tu peux la prendre, quoi, si tu sais que ça existe. C'est vrai. C'est vrai, c'est peut-être moins ce que ça dépend, je pense. Je pense que c'est peut-être moins ce que je recherche quand je joue à. Ouais, c'est ça. Peut-être que je suis un peu, du coup, peut-être que je m'enferme trop, mais peut-être que quand je joue à du GDR sur table, je suis en mode, je suis là pour vivre une histoire, mais une histoire qui est quand même pas mal chapeautée par le MJ, et moi ça me convient très bien, même si j'ai conscience que c'est du JDR hein, et pas un jeu vidéo, et que j'ai quand même beaucoup de liberté d'action. Mais alors que quand je m'engage dans un GN ou un GNV, là c'est différent. Là je le vois, je rentre pas du tout dans le jeu de la même manière, tu vois. Là j'entre vraiment dans le jeu en mode je suis un peu livré à moi-même et c'est à moi de construire mes trucs. Tu vois, alors que quand je rentre en tant que joueur dans une partie de JDR, je suis pas du tout en mode je suis livré à moi-même et c'est à moi de faire mes trucs. Je suis là en mode je suis là pour vivre une histoire avec des potes racontée par un maître du jeu, quoi, tu vois. Peut-être que ça m'a l'air d'être très. Ouais, ça m'a l'air d'être une vraie. Ça m'a l'air d'être assez artificiel tout ça, quoi, tu vois, mais en tout cas, c'est vrai que c'est comme ça. C'est comme Je pense ça que que moi, je ça rentre. dépendra vraiment beaucoup de la table de ce que je joue, du perso que je joue, en fait. Moi, je pense que c'est aussi lié à mon expérience, quoi. Je pense que, voilà, c'est un peu toujours comme ça que j'ai appréhendé les GDR sur table, un peu toujours comme ça que j'ai appréhendé les GN, ce GNV, et du coup, peut-être que j'ai un peu du mal à changer ma manière d'aborder ces formats, parce que ces deux manières de les aborder assez différentes me conviennent toutes les deux pour des raisons différentes, quoi. Mais c'est assez marrant parce que moi, à ce niveau-là, du coup, ma pratique du jeu de rôle a pas mal changé dans le temps, justement, j'ai l'impression. Et les premières expériences de jeu de rôle que j'ai eues étaient beaucoup plus un petit peu quelque part dans ce genre de création partagée. Paradoxalement. Intéressant. On était plus dans. Enfin, mes premières expériences de jeu de rôle au sens large, enfin, ça date de la cour de récré du collège pour moi, où avec 3 amis, on avait réinventé le jeu de rôle sans le savoir. On n'est pas les seuls à avoir fait ça, je sais, mais on avait plus ou moins écrit et créé un jeu comme ça, on se racontait des histoires comme ça, et au départ on se racontait juste des histoires avec qui on était, etc. C'était des trucs SF, les empires galactiques, ou je sais pas quoi et tout. Généralement on jouait des gens très puissants qui dirigeaient beaucoup de choses, enfin bon voilà, un peu fantasme d'adolescent. Mais et puis au bout d'un moment, on s'est dit que c'était quand même bien d'avoir une personne qui faisait un peu l'arbitre pour gérer tout ce bazar-là. Et puis ce rôle-là, il a changé dans le temps. Enfin, il a tourné. Et puis au départ, machin, il avait 50 000 robots cyborgs, alors que lui, il en avait 100 000. On les font depuis autant longtemps. Pourquoi? Donc, il fallait peut-être faire des fiches pour noter qu'est-ce qu'on avait, et puis un peu de règles et tout ça. Enfin, on a un peu réinventé tout le format un peu jeu de rôle de façon itérative comme ça. Et vu qu'au départ, c'était vraiment on se racontait des histoires entre nous, même s'il y avait un rôle un peu de MJ quand même qui a émergé très rapidement, il y avait ce côté création partagée un peu tout le temps. On proposait des choses, on proposait des idées pour faire des choses dans l'univers et pour développer comme ça. C'est excellent comme histoire, je suis fasciné par cette histoire, c'est trop bien. Et c'est marrant, on a vraiment découvert ça indépendamment. On appelait juste ça le jeu, sans plus de comme ça, c'était le jeu, mais on y passait vraiment toutes nos cours de récré, toutes nos récré quasiment C'est trop bien. pendant une bonne partie des années de collège et du début de lycée. Et au lycée, on a découvert que tiens, il y a un truc qui s'appelle le jeu de rôle en fait, qui existe et qui est ce qu'on fait.
Et en plus, je trouve le nom trop bien, quoi, le jeu. Je trouve que C'était c'est le jeu. vraiment ça le jeu de rôle. Bah, en tout cas, moi je le considère un peu comme le jeu ultime, tu vois. Du coup, genre, c'est le jeu, le jeu. C'est ça, t'en as plus besoin d'autres après, une fois que Oui, t'as c'est découvert ça. celui-là. J'ai découvert le jeu, le c'est jeu. bon. Alors, le reste a peu d'importance maintenant. Voilà, il y a ça, et après on a des jeux de rôle plus classiques avec les mêmes personnes un petit peu. On a commencé sur du basique en fait, puis on est allé sur du vampire assez tôt. Avec une autre façon de jouer à vampire que maintenant, je dirais. Et je veux dire, au départ, on était plus dans un mode, oui, bah voilà, trouver des gens puissants et faire des enquêtes, on est toujours ça. Et moi, ce côté un peu recherche d'identité émotionnelle et de vivre des choses différentes de ce que je vis, c'est quelque chose qui m'est plus revenu quand je suis revenu au jeu de rôle. Enfin, je me suis jamais vraiment arrêté, mais il y a une petite période de ma vie qui était très difficile entre 2010 et 2017 où j'ai pas fait grand chose. Et ensuite, quand je me suis remise à ça, je suis revenu au jeu de rôle un petit peu pour chercher des choses différentes et ma pratique a pas mal évolué. Et là, je suis plus effectivement de la recherche d'intensité émotionnelle. Et si je suis sur une table avec une MJ qui va me proposer ça, je me sens, je vais vraiment me concentrer sur qu'est-ce que fait mon perso, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, et plus dans forcément créer des expériences narratives ou je sais pas quoi. Alors, à la fois, je sais pas du tout comment rebondir à partir de là. À la fois, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Tu parles d'une première pratique qui est quand même vachement distribuée, émergente, où on met beaucoup de créativité de tout le monde, etc. Et tu dis que tu en arrives au format qui est beaucoup plus satisfaisant aujourd'hui et qui justement est quelque chose d'un JDR plus traditionnel en fait, tel que on se le représente d'un JDR plus traditionnel. Quelque part, oui, parce que pour moi, il y a un peu un plaisir, c'est le plaisir de créer des choses, faire du worldbuilding par exemple, de créer des personnages, etc. C'est quelque chose que j'adore vraiment aussi faire. Quand je crée des personnages, j'arrive pas à m'arrêter. Mais pour moi, c'est un plaisir assez différent que le plaisir de vraiment vivre une histoire émotionnellement forte et impliquante. Et donc, ça parle pas vraiment au même aspect de moi. Et le plaisir un peu de créer, de construire, c'est de trouver en étant MJ. Et je peux chercher un plaisir un peu différent en jouant. Ce qui n'empêche pas que je puisse être un petit peu entre les deux ou étoffé, enfin, je peux faire des propositions, proposer des ambiances, pour proposer un peu du jeu, comme je disais avec la vauderie, des choses comme ça. Mais c'est pas le même plaisir de création pure, disons. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression d'être très d'accord avec ça sur le côté. J'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup vivre dans un personnage, réfléchir à ce qu'il ressent, essayer d'être impacté moi en tant que joueur parce que mon personnage est impacté. C'est un plaisir bien distinct du fait de créer plein de choses, mais du coup étant autant MJ que joueur, voire plus MJ que joueur, le côté création avec aussi souvent une part de co-création, bah en fait je le vis en tant que MJ et du coup quand je suis amené à jouer, je pense que c'est ça en fait, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Quand je suis amené à jouer, je crois que j'ai un peu une fatigue de devoir créer plein de choses. Ah non, là, c'est pas mon taf, quoi. Moi, là, je suis là pour en tout cas, c'est comme ça que je le vis, hein. Je suis là pour vivre, pour être dans la peau de mon personnage et vivre des trucs, essayer de coller aux émotions. Et quand je suis MJ, alors bah là, je suis là pour créer plein d'émotions pour mes joueurs et mes joueuses. Du coup, de créer plein de choses, d'inventer plein de choses, de réfléchir à plein d'intrigues, de leur donner plein de graines pour qu'ils puissent faire évoluer leur personnage. Et du coup, je remarque que quand je joue, et bah, pour moi, c'est assez reposant. Je pense que, ouais. Ouais, et souvent, je finis, ouais, souvent, je suis pas. D'ailleurs, j'ai pas envie de. C'est rare que dans le jeu de rôle sur table, j'ai envie de jouer un rôle de premier plan. J'aime bien ce truc, et bah, en fait, je me laisse un peu porter, et je vis les émotions, et je vis l'histoire, et c'est trop chouette parce que peut-être que je me donne beaucoup quand je suis MJ, quoi. Je suis d'accord avec toi là-dessus, et d'ailleurs, c'est un truc je dirais pas qui me frustre, mais qui parfois, et je trouve dommage quand je joue, par exemple. Donc, quand je joue des fois avec des gens pas très expérimentés, ça m'arrive vraiment quand je joue en convention, ce qui n'est pas hyper courant, mais je fais environ une convention par an, qui est la même. Et souvent, je me retrouve un petit peu à être. Enfin, moi, quelque part, je veux vivre des choses, je veux que les choses avancent, je veux que la table avance, je veux qu'il se passe des choses, quoi, si tu veux. Et je me retrouve des fois, souvent, à prendre un petit peu le lead, entre guillemets, de l'équipe, parce que simplement que les autres joueurs et joueuses sont hésitantes à prendre des décisions et à faire des choses, alors que moi, j'essaye de moins hésiter.
Mais quelque part, je suis pas forcément en recherche de ça. Et ça me frustre des fois d'être mis dans ce rôle, alors que c'est pas ce que je voulais jouer. Je vois bien. Mais l'alternative fait partie n'avance pas, donc c'est un peu dommage. Mais oui, voilà. Et sinon, parce que tu disais avant, je suis très d'accord avec ça. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est la notion de. T'as aussi un peu de contrôle et de lâcher prise. Parce que quand tu crées un truc, que ce soit en tant qu'MJ ou dans le jeu, je sais pas quoi, bah tu veux. Bah déjà, t'es dans le contrôle, t'as le contrôle de ce que tu crées. Et tu veux. Enfin, quelque part, tu veux réussir. Que tes créations, elles soient réussies. Qu'elles suscitent les émotions que tu veux qu'elles suscitent. Tu veux. Enfin, tu veux que ça. Il y a un côté objectif et. C'est dirigé par l'objectif, quoi. Alors que quand t'es juste à jouer un perso, tu sais ce que tu veux jouer. Bon, après, il faut que le software tombe pas, enfin, il faut que réussir à faire vivre dans l'univers, mais t'as pas vraiment de notion de réussir. Et t'es pas dans le contrôle, t'es dans le lâcher prise et laisser porter un petit peu, comme tu dis. Et c'est deux choses qui peuvent être un petit peu antagonistes, je pense. Moi, en tout cas, moi, je suis très d'accord avec ça. T'as bien résumé ce que je pensais, et moi, je pense que je suis assez comme ça, quoi. Et il y a quelque chose que je suis obligé de dire, je vous ai pas coupé, voilà, mais c'est que vous présentez ça comme, ah oui, les personnages, c'est quand même moins de responsabilité, c'est aussi beaucoup plus se laisser porter, et cetera. Je vois un peu la chose inverse, parce que quand je regarde vos personnages, à tous les 2, les choses que j'en sens, c'est justement, moi, que ce sont des personnages avec des mondes intérieurs, tu vois, d'une profondeur inouïe, quoi. Et j'ai eu la sensation quand, sur, sur ton personnage de Sylvia, déjà, j'avais déjà cette sensation que, tu vois, c'est un personnage que tu comprends jamais complètement, et que plus il se dévoile, plus il y a de questions qui se posent, et plus tu te dis: «Ah là là, ce personnage est vraiment, tu vois, fascinant», parce que, et j'ai eu la Beaucoup même Sylvia. chose avec le Don, avec Vijay aussi, dont on comprenait qu'il était une... Enfin, en tout cas, moi, en tant que joueur qui regarde ce personnage, je me dis: «Waouh, le personnage en face a vraiment tu vois, des strates de complexité que je peux même pas comprendre». Et moi, c'est ce qui fait démarrer mon imagination dans ce truc-là. C'est-à-dire quand je vois un personnage qui me fait encore plus de promesses au fur et à mesure que les questions sont répondues, moi, c'est là où mon imagination travaille à son maximum. Et c'est des choses que j'ai senties chez absolument tous vos personnages que j'ai côtoyés, quoi. Donc je suis obligé de le dire à ce moment-là. Mais c'est peut-être pour ça aussi, au final, qu'on a tant aimé les GNV, parce que... Et aussi pourquoi c'est le format où je joue avec le plus d'intensité, qui me marque le plus ou quoi, parce que c'est peut-être la bonne synthèse entre le côté très créatif, contrôle du MJ, et ce côté vivre intensément les émotions de son personnage, quoi, et de lâcher prise. J'ai l'impression que là, le truc qu'on a évoqué avant avec Miranda, je faisais vraiment la distinction entre être MJ sur une table de jeu de rôle ou être joueur-joueuse sur une table de jeu de rôle. Et ben, je trouve qu'être, j'ai jamais été MJ sur un GNV, mais être joueur-joueuse sur un GNV, et ben, ça m'a l'air d'être un peu une synthèse des 2, quoi. Tu vois, ce truc où en fait, il faut vraiment que tu crées des choses parce que tu es quand même un peu laissé, tu as pas un MJ qui est là pour te tracer ton chemin, quoi. Du coup, il faut que tu crées des choses, faut que tu imagines plein de choses, faut que tu crées du jeu pour les autres, et en même temps, faut que tu incarnes ton personnage parce que ça fait totalement partie du truc, quoi. Il faut que tu livres intensément ce que ton personnage y vit. Donc c'est peut-être finalement pour ça que j'affectionne tant ce format un peu hybride, quoi, qui a tous les points qui m'intéressent, quoi, entre le fait d'être MJ ou le fait d'être joueur. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on crée des personnages qui sont riches, enfin que. Et après, quelque part, ils sont créés de façon itérative. Je me souviens, Enfin, je me souviens, j'aimais beaucoup le personnage de Sylvia aussi, je me suis beaucoup attaché à ça. Mais pour le coup, Sylvia, typiquement, la fiche de Sylvia au départ, je me souviens, elle était très très limitée en fait. Et au départ, je savais pas trop comment j'ai joué Sylvia, de trouver une façon de parler, de trouver un petit peu ça. Et un peu tout le reste m'est venu en jouant itérativement. Et donc je suis d'accord, c'est créatif aussi. Et c'est très intéressant. C'est assez intéressant parce que c'est... Quelque part, j'ai pas l'impression d'avoir créé Sylvia tout le pièce, j'ai l'impression que d'avoir compris qui elle était au fur et à mesure que je la jouais. C'est... Ouais, j'ai une hypothèse, moi, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que c'est vrai pour moi, ça veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde, mais un truc aussi propre au GNV et qui moi me touche,
c'est que quand je crée un personnage et que j'incarne un personnage sur un GNV, surtout les GNV vampires, tu arrives dans un contexte avec beaucoup de secrets et de trucs cachés. Et en fait, je crois que j'aimais bien. Il y a un côté théâtre plus que sur un jeu de rôle sur table. En GNV, j'arrive, je joue pour moi, mais je joue pour les autres. J'ai envie que les autres trouvent que je suis un personnage extravagant, extraordinaire, très mystérieux. J'ai vraiment envie euh, j'ai vraiment envie que mon personnage soit vraiment stylé au sens où il soit terrifiant, il soit vu de manière incroyable. Alors que quand je joue un GDR sur table, dans un comité plus réduit, souvent avec des gens que je connais un peu, il y a moins ce côté un peu égo, je dirais, de vouloir vraiment créer un personnage qui va marquer les gens. Non, là, j'ai juste envie de jouer un personnage un peu plus simple, où je vais pouvoir vraiment me concentrer sur ses émotions, mais je vais pas essayer de faire de la performance. En tout cas, moins. Alors que sur moi, Mm. sur les GNV, mais parce que moi, ça faisait partie du jeu, C'est enfin, je vrai. faisais de la performance, quoi. J'aimais beaucoup que Void, j'avais créé toutes ces personnalités parce que je trouvais qu'il y avait des choses Allez, intéressantes Void, à faire. oui. Alec, Vijay, le Don, genre le Don, quand on a commencé la S2 de SF, première minute, j'ai mis un gros message pour dire bon, ok, alors moi, je suis là pour régler tous les soucis par rapport aux fantômes, faut vraiment pas faire de conneries. Je voulais rentrer dans le jeu en me disant, ok, faut qu'ils sachent que je suis important et que je pèse et qu'ils vont devoir avoir besoin de moi, il faut que je fasse peur à mes éventuels ennemis parce que à cette table, il y a aussi des ennemis. Cette table gigantesque avec 40 joueurs, il y a aussi des gens qui sont contre moi. C'est vraiment pas pareil que d'être joueur sur un GDR sur table, je trouve. Et du coup, moi, ce côté performance, je sais que je l'ai beaucoup. Moi, j'ai quelque chose à répondre. Peut-être, Miranda, je voyais que tu avais des réactions à un moment donné. Non, non, vas-y, pas spécialement. Je suis assez d'accord que j'ai tendance aussi à vouloir ça, et ça, je pense qu'on n'est pas les seuls pour le coup à chercher ça du tout en GNV. Il y a un côté qui s'auto-entretient, quoi. Plus on donne un spectacle, plus d'autres sont dans un spectacle, plus on a envie de rentrer dans ce jeu-là, et c'est chouette, quoi. Je suis très d'accord et je pense que tu mets le doigt sur un truc que j'avais oublié. C'est que au moment où on démarre San Francisco, quoi, les orgas me mettent le personnage, me disent vas-y, t'es William Vant, t'es un vieux vampire de 350 ans, et maintenant c'est. Et tu sens que c'est ton heure pour devenir prince, quoi. Et je me rappelle que moi, en tant que joueur, c'est complètement mon heure. C'est parti, quoi. Je fais de cadeau à personne. Et effectivement, il y a de la performance là-dedans. Il y a quelque chose d'être, tu vois, de proposer un personnage qui est beau, qui est profond, qui fasse envie, quoi. Et il y a un truc d'ego. T'as raison. Et je pense que c'est très lié au fait que parmi tous ces joueurs et ces joueuses à cette immense table, il y a plein d'inconnus, quoi. Il y a plein de gens que tu connais pas, que tu connais pas les personnages, tu connais pas les personnes non plus derrière. Tu vois? Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un côté de performance d'ego, alors que quand tu joues à une table, souvent c'est avec des potes, avec des gens que tu connais un peu, quoi. Il y a moins ce côté-là, je trouve. Tu as moins envie d'impressionner les joueurs et les joueuses à ta table de GDR que dans un GNV. Donc ouais, je pense que c'est un point qui rend le GNV à nouveau différent des autres formats, quoi. En tout cas, c'est une particularité. Qui est aussi vrai dans le GN, j'imagine, mais je sais pas trop joueur de GN, quoi. Alors qu'intuitivement, tu pourrais te dire que c'est un comportement qui est pas si sain que ça, tu vois, de dire vas-y, tu vois, tout le monde va me regarder, je vais jouer pour moi, voilà, Ouais, mais comme j'ai l'impression, le cas de pas une majorité, mais si peut-être, je pense, franchement, une bonne moitié des joueurs du GNV, c'est admis par tous que c'est ok en fait. C'est l'heure de tout le monde à ce moment-là, tu vois. Genre, c'est la minute 1 du GNV. C'est l'heure pour William de prendre le pouvoir, c'est l'heure pour Rasmussen de faire ci, c'est l'heure de tout le monde, tu vois. Je pense que le jeu est construit en mode. Oui. Peut-être que c'est lié aussi, ça doit peut-être aussi lié au fait qu'on joue sur un temps réel entre guillemets, quoi. T'as un début, t'as une fin qui est marquée, les jours passent, les heures passent, il y a des choses à faire, et du coup voilà, c'est ton heure en tant que joueur. Je trouve que le format est vraiment construit autour de ça, quoi. Pour chaque perso se dit c'est son heure, à des échelles variables, mais quand même, quoi. Est-ce qu'il y a des choses du GNV que vous avez ramené dans votre jeu sur table? Qu'est-ce que ça vous a appris, cette phase GNV?
Moi, je dirais surtout. La première chose qui me vient, c'est mettre de l'écrit dans les parties de GDR sur table à distance. En fait, avec le GNV, je me suis rappelé à quel point j'adore et je suis bon pour faire du roleplay écrit. Et je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire du jeu de rôle. Quand je dis à distance, même pas, tu vois, tu peux faire du jeu de rôle sur table en physique avec tes potes toutes les semaines, toutes les 2 semaines et jouer des interstices à l'écrit, quoi. Euh, Moi, c'est principalement ça. Il doit y avoir d'autres choses plus profondes que ça, mais la première chose qui me vient, c'est ça, c'est l'apport de l'écrit. L'apport de l'écrit. Et toi, Miranda, il y a quelque chose de nouveau? Moi, déjà, ça m'a fait rentrer des gens très chouettes avec qui je suis encore en contact maintenant. Et d'autre part, ça m'a également. En fait, la plupart des gens avec qui j'ai interagi étaient des personnes qui faisaient du GN, et moi je faisais pas du tout de GN avant San Francisco. Et du coup, j'ai eu envie, j'ai un peu apprécié, j'ai énormément apprécié l'intensité du jeu que j'ai eu et la qualité de jeu que j'ai pu avoir. Et j'ai fait raccourci, ok, c'est ça, j'ai eu ça aussi parce que j'ai joué avec des joueurs de GN, et j'ai envie de faire du GN et de trouver plus de ça en GN. Bon, le GN c'est différent et c'est intéressant aussi, et je suis content de mettre un peu mise au GN. Même si je suis jamais devenu une grosse GNiste, j'en ai fait quelques-uns, j'ai fait un peu de murder aussi, et je fais toujours des murders, j'ai envie de faire surtout des murders maintenant en fait. Mais voilà, ça m'a un peu introduit au GN en fait, il y a la communauté GN, bizarrement, enfin pas bizarrement, mais voilà. Et ça m'a donné, je dirais, ça a contribué à ce mouvement, c'est pas vraiment ça qui avait commencé, mais j'étais déjà à cette démarche-là, mais un petit peu cette démarche de chercher vraiment dans mon jeu des choses qui allaient vers l'intensité émotionnelle. Ça l'a complètement validé et ça m'a montré vraiment qu'on pouvait avoir des choses extrêmement intenses en jeu de rôle au sens large. Et ça m'a, je dirais, ça m'a continué à me mettre sur cette quête-là, quoi. De pratique comme MJ, comme joueuse. Waouh. Je suis trop content de l'échange qu'on va avoir pour encore quelques minutes. J'ai une dernière question que je pose à toutes les personnes avec qui j'ai ce genre de discussion. C'est quoi le conseil de jeu de rôle qu'on donne pas assez? Je réfléchis. Le conseil de jeu de rôle qu'on donne pas assez. Il y a toujours des conseils qu'on donne. Tout le monde le sait, tu vois. Ces conseils, c'est pas si... tu vois, tu te dis, bon, ok, on va faire que répéter ce que les autres ont dit, mais il y a des conseils qu'on donne pas assez. Et à chaque fois, on se dit, mais pourquoi on répète pas ça assez? Je sais pas, vous en avez pas Moi, j'ai un conseil, mais je pense qu'on le dit. Genre, c'est pas un conseil... Moi, c'est plus un conseil pour la MJ. Quand un conseil pour... ça marche aussi, un conseil pour la MJ, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. C'est que moi, je suis pas... Tu le sais, toi, Jean Dindon, parce qu'on en a déjà parlé. Moi, les règles me font peur souvent. Sur tous les jeux, de manière générale, les jeux de société aussi. Je suis assez... me confronter à un système de règles, c'est toujours compliqué. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi. Et moi, du coup, pour les MJ, c'est plus en mode... les règles, c'est vraiment pas le plus important, quoi. Genre, il faut pas avoir peur de se confronter à 50 pages sur un système de jeu à base de portée, de distance, de ci ou de ça. C'est pas le plus important. D'abord, qu'est-ce que tu as envie de raconter? Comment tu as envie de le raconter? Et puis après, regarde si le système de règles te convient. Il te convient pas, enlève cette règle. Voilà. Bon, après, c'est un conseil assez lambda parce que maintenant, dans beaucoup de manuels de jeu, ils précisent que les règles, on en fait ce qu'on veut, quoi. Mais je dis ça quand même parce qu'il y a genre des gens que je rencontre qui voudraient être MJ et ils peuvent avoir ce truc-là en mode ah, mais les règles, ça semble compliqué, j'ai des idées et tout. Du coup, ça a beau être marqué maintenant en gros dans les bouquins, je trouve que ça mange pas de pain de le rappeler, quoi. En mode, c'est pas le plus important, à mon sens en tout cas. Donc voilà, mais conseil assez classique. Ok. Moi, il y a deux choses que je pourrais dire. Il y en a un qui est plus côté, de mon expérience côté MJ aussi, mais c'est justement de par mon vécu et de quand je suis venu au jeu de rôle, que quand je parlais tout à l'heure du jeu et de choses comme ça, c'est quelque chose où finalement, la notion de QI et MJ, c'est jamais vraiment posée parce que le rôle tournait et c'est juste, on prenait quelqu'un qui devait gérer le truc à un moment et tout ça, mais ça tournait vraiment de façon complètement organique. Il y a personne qui s'est jamais approprié ce rôle-là et c'était juste, on était 4 personnes qui jouaient.
Et de temps en temps, il y en avait un qui avait ce rôle-là particulier. Et du coup, je rencontre beaucoup de gens dans mon entourage qui disent: «Ah oui, je voudrais bien maîtriser, mais j'ai peur de pas y arriver et c'est impressionnant». Qui osent pas ou se sentent pas légitimes à être MJ. Et j'ai envie de dire juste à ces gens-là: «Mais en fait, allez-y, être MJ, ça a rien de sacré, ça a rien de particulièrement, ça a rien de particulier finalement. On est au-delà de dire on est MJ, on est joueur, on est joueuse, n'importe quoi et tout. On est juste, X personnes autour d'une table qui veulent passer un bon moment et jouer à un jeu. Et il y a une personne, qui a un rôle qui est un peu particulier, oui, mais quelque part, on est tous là collectivement pour passer un bon moment ensemble. Et si on approche les choses de cette façon-là, finalement, qui est MJ, il n'y a rien d'impressionnant ou de sacré à être MJ, donc n'hésitez pas à vous lancer si vous avez envie. C'est juste faire partie du jeu, en fait. C'est un jeu qui est pas... faut mieux voir le jeu de rôle, je trouve, comme un jeu qui est un peu asymétrique que comme un jeu avec N joueurs. Je sais pas, ça a toujours été un peu ma... Et l'autre chose que je... Non, c'est plutôt ça que je voudrais dire comme ça. Donc ne pas sacraliser cette position d'être MJ. Moi, c'est parfait. Je trouve que c'est un excellent conseil de jeu de rôle.